nous allons faire le round-up de l'actualité de la semaine avec moi sur ce plateau. Mamadou Ngom Niang. Mamadou Ngom Niang est le directeur de l'administration générale et de l'équipement au ministère des Sports, communément appelé DAGE. Bonsoir Mamadou Niang et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir. Également avec moi sur ce plateau, Abdoulaye Mbo. Abdoulaye Mbo, bonsoir. Bonsoir à toi, Evelyne. Bonsoir à M. Ngom Niang et bonsoir à nos chers téléspectateurs. Alors, l'actualité de la semaine qui a démarré, bien évidemment, avec l'organisation des épreuves du BFM, malgré les intempéries qui ont précédé ce lundi. Dans l'ensemble, Abdoulaye Mbo, il n'y a pas eu de quoi. Pourrait-on dire que c'est une grande prouesse pour le ministère de l'Éducation nationale qui a organisé ou c'est une prouesse ou une réussite pour les acteurs? Oui, les deux à la fois. Parce que tout simplement, en pleine pandémie de coronavirus, il y a beaucoup de voix qui s'étaient élevées justement demandant à ce que les examens puissent être reportés même à nouveau. Mais le département de l'éducation a tenu à les organiser et au vu justement des résultats même obtenus, on est en droit de nous dire qu'en réalité les examens se sont passés dans d'excellentes conditions, même si par ailleurs des couacs ont été notés, surtout ces élèves qui faisaient l'examen du CFE et qu'on a vu les pieds dans l'eau. Donc cependant, il faut se dire qu'en réalité, que si le Sénégal est parvenu à organiser des élections, des examens en pleine pandémie, nous sommes tellement pris par la politique que c'est souvent on se perd dans les mots. Ça se comprend. Oui, que justement l'État du Sénégal, à travers le département de la santé, mais également à travers d'autres organisations qui travaillent autour justement du système éducatif sénégalais, ont démontré qu'il était possible, si l'on prend les mesures idoines, à pouvoir organiser, au-delà même des examens, à organiser autre chose, mais pourvu que tout justement soit mis en œuvre pour permettre justement aux acteurs, mais également aux apprenants, comme c'est le cas pour les examens, d'être dans les conditions idoines pour pouvoir tenir justement les examens. Mamadou Ngom Niang, je rappelle également que vous êtes responsable politique du parti APR à Fatick. Avez-vous douté de la bonne organisation de ces examens, à commencer par le baccalauréat, mais également par le BFM? Je disais tantôt que globalement, les épreuves se sont bien déroulées, malgré la pandémie du coronavirus, mais également les intempéries. Douter, non, je ne dirais pas, je ne vais pas répondre avec l'affirmative, bien sûr, parce que, comme vous le savez, le président de la République a très tôt compris que s'il fait confiance aux acteurs de l'éducation, je pense que les examens pouvaient être tenus malgré les couacs qui ont été notés, et ça c'était prévisible parce que nous sommes en situation de crise. Donc dans une situation de crise, forcément les choses devront être bouleversées et être faites d'une autre manière. Et je pense que le gouvernement du Sénégal, à travers le ministère de l'Éducation, ont mis en tout cas tout le dispositif nécessaire pour contrecarrer en tout cas toutes les conséquences néfastes dues à la pandémie de la COVID-19. Et ça ne serait pas être possible s'il n'y avait pas cet engagement et aussi des enseignants, des acteurs de l'éducation qui se sont sacrifiés, et c'est le moment de les remercier, de les féliciter, parce que sans l'engagement donc du personnel enseignement, tous les efforts de l'État auraient pu être voués à l'échec, et on profite de cette occasion en tout cas pour rendre un hommage appuyé et mérité au corps enseignant qui se sont sacrifiés, mais je dis toujours, c'est ça le sens aussi du patriotisme, et félicitations en tout cas à nos valeureux enseignants. Alors je vais rester avec vous, je parlais tantôt des intempéries avec le plan Orsec qui a démarré tardivement dans bien des localités. Nous avons vu quelques résultats en début de semaine. Qu'est-ce qui a occasionné ces retards malgré les intempéries, mais également les appels des différents sinistrés dans les différentes zones? Oui, ces retards sont de différents ordres, parce que, comme vous le dites, le président et son gouvernement, à la lumière, en tout cas au lendemain de ces intempéries, donc tout un dispositif a été mis en place par l'État du Sénégal pour d'abord diagnostiquer, faire l'état des lieux. Et comme je l'ai dit, il ne faut pas que les gens pensent que les inondations se limitent à Dakar. Tout le territoire national est concerné. Et donc il fallait, au niveau de la base, avec les autorités étatiques déconcentrées, donc faire la situation et remonter l'information. Et cette information qui a permis aujourd'hui à l'État
du Sénégal de mettre en place un programme, une réponse adaptée pour pouvoir subvenir aux populations. Mais la réaction a été vraiment lente par rapport à la misère des populations qui étaient dans l'eau, et vous venez de le dire, il y a eu plusieurs localités. Effectivement, bon, on peut considérer que il fallait le faire parce que, comme j'ai dit, c'était en tout cas, comment je peux dire le mot, je sais que c'est compliqué à un certain niveau parce que c'est pas aller acheter quelque chose pour remettre aux sinistrés, c'est justement d'apporter une réponse positive, c'est de les sortir dans la situation donc dans laquelle étaient en tout cas tous ces sinistrés-là. C'était pas une chose aisée parce qu'il fallait beaucoup de matériel, il fallait des moyens humains, il fallait du matériel technique et tout ça ne pouvait pas être rassemblé en 24 heures. Donc, comme je l'ai dit, et à la suite de ça aussi, il y avait en face le mécontentement des populations. Et ça aussi, il ne faut pas le négliger. Donc, l'État ne peut pas aller, en tout cas, mettre son dispositif dans un moment, dans un contexte compliqué, dans un contexte où vraiment c'est chaud, parce que les gens ne comprennent pas pourquoi on est arrivé à cette situation. Mais dès que, en tout cas, les personnalités compétentes ont mis sur la place publique les éléments d'appréciation, je pense que les citoyens sont revenus à de meilleurs sentiments et c'est ce qui justifie aujourd'hui le déroulement dans les plans définis de l'État, du gouvernement du Sénégal, et le plan Orsec a été lancé et ça est en train d'être exécuté dans tout l'étendue du territoire national. Donc il y avait vraiment, pour moi, il y avait un défaut de communication vis-à-vis des populations qui ne comprenaient pas parce qu'on nous a tellement balancé de fausses informations et chacun demandait où sont passés nos 700 et quelques milliards. Alors que le programme n'était pas décliné ainsi. Donc il fallait expliquer tout ça et le pays aussi a reçu des pluies abondantes qui, depuis 25 ans, nous n'avons pas vécu une situation pareille. Donc ça aussi, il faut le mettre aussi dans des éléments d'appréciation pour que les populations puissent comprendre que ces pluies ne concernent même pas seulement le Sénégal, mais c'est dû au changement climatique et c'est un fait mondial. Alors, Abdoulaye Mbow, Mamadou Ngom Ndian vient de nous expliquer les raisons de ces inondations. Mais bon, le plan Orsec a tardé à être mis sur pied, à être opérationnel. On peut quand même noter que quelques jours après, il y a eu des améliorations dans quelques endroits, sauf dans la zone de Keur Massar où vraiment c'est la catastrophe. C'est les intempéries, c'est les changements climatiques, mais est-ce qu'il n'y a pas un manque de prévision du gouvernement? Oui, je crois bien que hier à Keur Massar, Macky Sall s'est lancé dans une métaphore présidentielle lorsqu'il disait que lui-même ne pouvait pas arrêter le ciel. Mais les solutions également ne viendront pas du ciel. Je crois bien que la situation dans laquelle se trouvent énormément des milliers de familles sénégalaises, et notamment à Keur Massar, vous venez de citer cette localité qui sera érigée en département, annonce faite par le président également. Mais je crois bien que les prévisions, Ngom a raison lorsqu'il parle d'intempéries jamais vécues depuis plus de 25 ans. Mais il faut dire qu'il y a eu justement des prévisions qui avaient été annoncées depuis le 29 avril 2020 par des organisations telles que le CIS, mais également l'Agence même nationale de météorologie ici au Sénégal, indiquant que la zone du Sahel, et le Sénégal en fait partie, va faire face justement à des pluies diluviennes avec des excédents que l'on n'avait pas enregistrés dans la tranche de 1981 à 2019. Et c'est là, je crois bien qu'il fallait prendre au sérieux ces prévisions. Et cela permettrait de ne pas être dans la réaction, mais plutôt dans le temps de l'action. Dans le temps de l'action, dans la mesure où on sait qu'il y a des zones qui sont inondables et qui sont inondées depuis 2005. Il y a des Sénégalais qui vivent dans les eaux depuis plusieurs années. Maintenant, si à cela s'ajoutent des quartiers nouveaux, tels que les parcelles assainies de Keur Massar, parce que ce n'est pas longtemps. Et là encore, il faut pointer du doigt la SNHLM, parce que c'est la SNHLM qui a vendu ses parcelles de terrain à des Sénégalais à coût de plusieurs millions, indiquant que c'était des parcelles assainies, mais les pluies nous ont démontré que c'était des parcelles assainies que de nom. Cependant, c'est là où véritablement on attendait justement, à mon avis, l'État, parce que l'État a
a attendu justement d'être face à ce problème pour être dans la réaction. C'est bon d'annoncer des projets, c'est bon de lancer le plan Orsec, et vous l'avez dit, il y a aujourd'hui des zones où on a constaté énormément d'améliorations, parce qu'il ne faut pas verser dans un nihilisme absolu pour peindre tout en noir et dire que tout est mauvais, rien n'a été fait. Si, des efforts ont été faits, des enveloppes conséquentes ont été dégagées sous justement la supervision de la Banque mondiale. Déjà les 2,5 milliards dédiés aux familles à travers des transferts cash, au moins là, il est sûr et certain que cette institution financière va surveiller de près le moindre centime, parce que c'est un décaissement qui vient justement de ces fonds. Mais là, il nous faut impérativement, avec de la volonté politique, aller dans le sens de voir une solution alternative et définitive. Si, avec le plan Orsec, on pompe justement, on utilise du carburant, on achète des produits phytosanitaires, nous sommes dans le temps justement des changements climatiques. L'année prochaine... Ce qu'il faut, c'est une solution pérenne. Une solution pérenne l'année prochaine, par la grâce d'Allah, si on enregistre les mêmes millimètres de pluie, on va être dans la même situation. On sera obligé de relancer justement notre plan Orsec, alors qu'on sait pertinemment qu'il y a des zones non édificantes dans ces pays-là. Ce sont des zones non habitables. Il faut effectivement voir comment raser certains quartiers de Dakar et essayer de reloger, parce que l'habitat, c'est un droit pour tout citoyen, et l'État a le devoir justement d'offrir un environnement sain dans un cadre de vie sain à tout Sénégalais qui en aspire et qui peut justement dégager justement une enveloppe justement pour pouvoir avoir justement un logement et permettre aux agences, aux entreprises telles que la SICAP et la SNHLM de revenir à leur mission d'antan, parce que l'habitat social c'était mieux connu avec ces entreprises. Mais si on ouvre la voie à des spéculateurs fonciers, on aura des habitats sociaux qui coûteront pas moins de 25 à 30 millions. Alors, Mamadou Ngom, vous parliez tantôt de l'information au niveau de la population qui réclamait des éclaircissements des éclairages plutôt, par rapport à l'utilisation du budget alloué au plan national de lutte contre les inondations. Mais avant de venir à ce plan et à la mission d'information qui a été mise sur pied récemment par l'Assemblée nationale, ne pensez-vous pas que sur ces inondations, l'opposition vous a damé le pion, parce que ce sont ces dirigeants de l'opposition qu'on a vus en premier sur le terrain aller à la rencontre des populations sinistrées plutôt que les dirigeants ou le régime? Oui, votre question prouve à suffisance, en fait, l'objectif visé par l'opposition. Quel objectif? L'objectif, bon, ils sont dans le marketing politique, hein, ils sont dans leur rôle. Donc moi, misère, vous voulez dire que la misère des sinistrés ne les intéresse pas du tout? Moi, vraiment, ce qui me dérange, ce qui me choque, et j'ai même eu du mal à comprendre cette situation, que des gens puissent vraiment, en tout cas, être fiers de cette situation, parce que ça leur permet quand même de nouer avec leurs activités politiques. Et ça, vouloir aspirer à des fonctions présidentielles quand même ne doit pas permettre à une personne, et quelle que soit la personne aussi, de pouvoir quand même en tout cas savourer cette situation-là, parce que les Sénégalais qui sont sous les eaux, ils sont des Sénégalais non parents, donc et la plupart, c'est des gens qui sont parmi les couches les plus vulnérables. Et donc, on ne doit pas quand même sauter sur cette occasion-là pour faire de la politique. Parce que, comme je l'ai dit, là, les zones où il y a les inondations, donc nous avons des responsables politiques là-bas. Et je pense que tous les maires ont été au niveau ont descendu sur le terrain pour, en tout cas... Est-ce que c'est parce que vous avez laissé le champ libre à l'opposition et vous vous êtes rattrapé après? Non, c'est pas ça. Comme je dis, aujourd'hui, en tant que maire, c'est leur rôle. Hein. C'est pas parce qu'ils l'ont fait de gaieté de cœur, c'est leur rôle. Les maires se sont levés, ils ont battu campagne pour dire que nous allons prendre vos préoccupations, et je pense que dans des moments pareils, tous les maires, même si vous n'avez pas de moyens, l'essentiel c'est d'aller s'enquérir de la situation, de pouvoir constater, parce que s'il y a un problème, ce sont ces autorités qui vont devoir faire la situation. Il y en a certains qui l'ont fait, il y en a d'autres qui ne l'ont pas fait, mais je pense que le moment de
de rendre compte à ces populations arrivera. Donc je pense que sur ce côté, c'est clair. Mais par rapport à l'opposition, moi, comme je l'ai dit dans mes propos liminaires, ils sont dans leur rôle parce que c'est une opposition sans activité. Donc ils ont profité de cette situation, mais qu'est-ce qu'ils ont apporté comme réponse? Tout Sénégalais doit se poser cette question. Malgré en tout cas tout ce tintamarre qu'ils ont fourni, en tout cas aux Sénégalais. Et à chaque fois, les gens nous disent que l'État ne fait que nourrir des thèmes politiques, l'État ne fait que débattre et nous lancer des slogans vides. Mais que nous propose aujourd'hui cette opposition? Ils ont fait le tour du pays. Et qu'est-ce qu'ils ont apporté à ces populations sinistrées? À part leur dire qu'ils ont volé votre argent, à part discréditer le chef de l'État, à part discréditer son gouvernement. Et pourtant, les chiffres parlent d'elles-mêmes. Parce que le président de la République, dès l'avènement donc de la seconde alternance, a fait le constat, diagnostiqué et a essayé d'apporter des réponses. Et aujourd'hui, Abdoul Mbaye, qui est membre de cette opposition-là, devait avoir l'honnêteté intellectuelle ou même la solidarité, en tout cas, de ses concitoyens pour pouvoir dire, attention, même s'il y a des imperfections, au moins durant la période de 2012 à 2014, je pense que nous tous, on était là, la question des inondations était quasiment dépassée. Quelles sont les zones qui ont inondé en 2009 et on a vu, en tout cas, être inondé de 2012 à 2019. Nous n'allons certainement pas être nihiliste, vous l'avez dit, oui, et c'est vrai, et Abdoulaye Mbow en conviendra. Oui, mais aujourd'hui, moi, le constat... Bien des zones inondées, oui. Avec ce plan national de lutte contre les inondations, sont sorties des eaux. Et voilà, les eaux stagnantes qu'on retrouvait après la pluie. Mais vous deviez des explications, des éclairages aux populations qui vous réclament l'utilisation non seulement du budget alloué au plan national de lutte contre les inondations, mais vous deviez également des réponses. Les ministres en charge de l'exécution de ce plan devraient des réponses aux populations qui réclament des éclairages. Mais pensez-vous qu'une mission d'information soit la bonne? Non, moi je pense que le chef de l'État a déjà demandé au ministre concerné de lui faire la situation. Je pense que le gouvernement s'est engagé en tout cas à faire le point. Mais je vous dis, aujourd'hui, ce plan décennal, c'était un plan phasé. C'était 3 phases. Il y avait un plan d'urgence qui concernait 2012 et 2013. Un plan à moyen terme, un plan à court terme. Donc, c'était phasé. Et dès l'instant que c'était phasé, aujourd'hui, on n'est pas à la phase terminale. Donc, et c'était budgétisé. Et le budget faisait une prévision en disant que les besoins de financement pour, en tout cas, la période de 2012 à 2013, c'était 66 milliards pour le programme d'urgence. Mais il y avait un gap de financement pour la seconde phase également. Les besoins, c'était 250 milliards. Il y avait presque 17 milliards de disponibles et le reste était des gaps à aller rechercher. La dernière phase aussi, il y avait presque 500 milliards de besoins de financement, mais tout le monde sait que le pays, ces derniers, on est 2020. Donc, avec la maladie là, la pandémie, donc imaginez un État qui n'avait pas prévu de sortir 1000 milliards pour venir en appoint, en tout cas aux difficultés à ces populations, pour faire face en tout cas aux conséquences de la Covid. C'était pas prévu sur un budget de 4000 milliards. Donc aujourd'hui, on tombe encore sur la situation des inondations. Moi, je dis aujourd'hui que tous les Sénégalais devraient plutôt faire bloc derrière le chef de l'État et son gouvernement, parce qu'il a toujours été aux côtés des populations. Il l'a prouvé, pas plus tard qu'hier, avec la maladie. 1000 milliards qui n'étaient pas prévus et qui sont mobilisés pour soutenir les ménages, pour soutenir les entreprises, pour relancer l'économie. Aujourd'hui, on tombe encore sur cette situation d'inondation. Donc, ce n'était pas le moment. Le moment n'était pas bien choisi pour l'opposition pour se faire vendre. Et je pense que les Sénégalais ont fini de comprendre. Et les derniers commentaires qu'on a pu constater également, entre même eux, membres de l'opposition, prouvent à suffisance que aujourd'hui, finalement, l'État a raison sur eux, parce que ce que les Sénégalais attendaient, c'est des gens qui viennent nous apporter des solutions, parce que cette opposition, ils se disent, en tout cas, comment dirais-je, sans moyens,
Mais durant les campagnes électorales, il sort tout un arsenal. Mais quel est l'opposant aujourd'hui qui est parti amener ne serait-ce que 10 pompes à part votre PDG? Mais sinon, tous les autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Inciter les populations à insulter le gouvernement, Mais quand on aspire à des fonctions présidentielles, quand on aspire à gouverner ce pays-là, je pense qu'on doit pouvoir avoir de la hauteur. Et le moment de la politique arrivera. Et c'est Alors, Abdoulaye Mbow, est-ce que le gouvernement n'a pas perdu l'occasion de faire taire cette opposition, mais également ces vindictes populaires qui réclament l'utilisation du budget alloué au plan national de lutte contre les inondations, mais également les réalisations de ce plan, en acceptant tout simplement qu'il y ait une enquête au lieu de mettre sur pied une mission d'information qui a 6 semaines avant de rendre les conclusions avec une quinzaine de députés? Effectivement, et je crois bien qu'il ne fallait pas attendre 2020 pour remettre sur la table le programme décennal de lutte contre les inondations. Je crois bien que depuis 2012, pour chaque phase, il fallait être dans le suivi-évaluation. Et rendre compte. Voilà, nous dire quel est le niveau d'exécution et combien a été décaissé par rapport justement à une phase concernant justement le programme décennal de lutte contre les inondations. Et c'est là où véritablement il y a eu véritablement une réelle absence en termes de communication pour donner la bonne information justement aux populations concernées. Et ce sont tous les Sénégalais. Aujourd'hui, et plus que jamais, on parle de 750 milliards, on parle de 767 milliards. On sait pertinemment que le budget, il est prévisionnel. Mais de 2012 à nos jours, est-ce qu'il n'y a pas eu des orientations d'objectifs, pour ne pas dire de détournement d'objectifs? Si je me réfère aux propos de l'ancien Premier ministre, M. Abdou Mbaye, qui était là entre 2012 et 2014, jusqu'à son remplacement par Mme Mimi Touré. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, nous ne demandons qu'une seule chose. Quel est le niveau réel d'exécution? On parle de 6%, on parle de 26%. On parle de l'utilisation de tant de milliards ou non. Et c'est là où l'Assemblée nationale devra jouer pleinement son rôle. Pour en revenir à votre question, parce que pour moi, une mission d'enquête parlementaire, en fait, sera interprétée autrement par les populations concernées. Et malgré la mise sur pied de cette mission parlementaire, des voix continuent de se lever pour réclamer une commission d'enquête. Mais donc, dans ce cas-là, est-ce que les conclusions de cette mission vont satisfaire tout le monde? Non, je répondrai d'entrée par la négative, même si je ne m'autoproclame pas saltigué de Malanco pour taquiner un peu de fatigue. Dans le site. Oui, mais cependant, je crois bien que le groupe parlementaire des libéraux et démocrates, pour ne pas dire du Parti démocratique sénégalais, sur la du président de leur groupe parlementaire, M. Bara Dolly Mbacké, a justement montré la lettre adressée à Moustapha Niasse, lui demandant justement de convoquer autrement le bureau de l'Assemblée nationale pour aller dans le sens de mettre en place une commission d'enquête parlementaire. Et c'est là, parce que l'Assemblée nationale a perdu la prérogative de la saisine du gouvernement par motion de censure, mais aujourd'hui doit jouer le rôle de contrôle des politiques publiques. Et le rôle du contrôle des politiques publiques, nécessairement, le programme dont on parle et qui est au bout de la langue de chaque Sénégalais, mais nous devrions pouvoir permettre à l'Assemblée nationale justement de jouer pleinement son rôle et de mettre une commission d'enquête parlementaire. Ça va crédibiliser autant les propos tenus pour se défendre l'État du Sénégal à travers la personne du président de la République, mais également à travers l'ensemble des ministres de l'assainissement qui se sont succédés dans ce département. Et je rappelle que ceux-là qui ont été dans ce département depuis 2012 jusqu'à nos jours, aujourd'hui, et sous le magistère de Serigne Mbaye Thiam, doivent également donner des explications très claires aux populations et dire en réalité quel est le niveau d'exécution et qu'est-ce qui a été mis. Les 1000 milliards dont il parle, mais c'est 10% de notre produit intérieur brut et c'est 25% de notre budget national. Donc 1000 milliards sur la table, et compte tenu justement de l'enveloppe dégagée en amont, je crois bien que c'est là où l'État doit aller dans le sens de mieux communiquer pour donner la bonne information. Mais je rappelle également au passage que l'opposant effectivement est dans son rôle, parce que certains ont doublement le rôle, la casquette d'opposant, mais également de représentant du peuple. Mais je crois bien qu'en tant que député, certains peuvent justement se déplacer au même titre que les maires concernés, au même titre que X Sénégalais lambda, pour aller constater, même si l'on sait que c'est l'État uniquement et l'État seulement qui peut justement permettre aux Sénégalais de ne plus vivre justement dans des situations d'inondation. Alors Mamadou Ngom Niang,
vous avez ri un peu sous cap avec la sortie de Sonko. Vous disiez tantôt que l'opposition a profité de ces inondations pour se réveiller. Avec la sortie d'Ousmane Sonko qui s'en est pris à l'opposition, réduisant l'opposition à 4 personnes qui feraient face à Macky Sall. Vous avez ri sous cap? Oui, au niveau de la paire? Non, ce n'est même pas. Non, effectivement, parce que moi, je connais personnellement le président Ousmane Sonko, qui a été un de mes doyens au niveau des impôts. Donc, c'est un homme bien, hein, je l'ai dit. À chaque fois que je passe dans les débats télévisés, j'ai pas de problème. Et je pense que je suis très disponible, comme il a tendance à le faire, à appeler les gens à des débats, mais moi je suis très disponible et pour en tout cas faire face à mes amis du PASTEF, parce que c'est un parti que je connais bien. Et nous avons été dans le même syndicat au niveau des impôts et des domaines, et moi en tout cas par principe, je ne peux pas me permettre de parler des gens sur leur dos, mais je les regarderai les yeux dans les yeux, parce que tout ce que Ousmane Sonko fait aujourd'hui, nous, lorsqu'on le faisait au niveau de l'administration fiscale, c'est lui-même qui nous disait, et je rappelle bien dans la salle 4 avril du succès, que vous êtes des jeunes pressés. Et qu'aujourd'hui, tout ce que vous êtes en train de faire dans l'administration fiscale, c'est parce que vous êtes envieux de vos aînés. Vous voulez venir aujourd'hui et avoir ce que nous qui avons fait des années ici au niveau de la DGID. Et aujourd'hui, quand je le vois être décrit comme un héros par la jeunesse sénégalaise, j'en rigole parce que je connais l'homme. Humainement, c'est quelqu'un de bien. Mais comme je dis, ce qu'il dégage au niveau de ses aspirations politiques, c'est qu'il montre, la facette qu'il montre aux Sénégalais, Ousmane Sonko n'incarne pas ça, il ne croit même pas à ça. Et aujourd'hui, comme tantôt je l'ai dit, Ousmane... Quelque part, ne faisons pas la fine bouche... Au niveau de la paire, ça vous a un peu amusé de voir l'opposition se noyer dans les eaux des inondations. Mais pourquoi je dis ça? Parce que Ousmane Sonko aujourd'hui, je peux dire même, est un produit de la paire. Je peux le dire, hein? Je peux dire Ousmane Sonko. Parce qu'aujourd'hui, quelles sont les personnes aujourd'hui qui ont poussé le chef de l'État à radier Ousmane Sonko de la fonction publique? Ils sont maintenant dans l'opposition. Et qu'est-ce qu'il disait hier? N'est-ce pas, c'est Moustapha Diakhaté, le premier à parler de radiation d'Ousmane Sonko dans la fonction publique. Quelles étaient ses motivations? Pourquoi aujourd'hui, à chaque déclaration d'Ousmane Sonko, il les appuie? Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, les hommes politiques sont tous discrédités. Quel que soit le parti où on est. Mais ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui sont les plus visés parce que les gens pensent qu'ils se sont détournés de leur objectif. Mais il est facile de s'opposer. La manière, ce que Ousmane Sonko fait, ce n'est pas un bon exemple pour ce pays-là. Parce que le jour où il sera président de la République, il va devoir nous radier, nous autres. Parce que nous connaissons tout ce qu'il sait, nous le savons. Un pays ne peut pas fonctionner comme ça. Donc aujourd'hui, il y a des choses qui sont sensibles et nous avons une obligation de réserve, d'apporter en tout cas, de poser les vraies questions là où on doit les poser. Mais on ne peut pas se permettre de mettre dans tous les quartiers un tribunal populaire pour mettre l'État au banc des accusés. C'est pas possible. Bon, Ousmane Sonko qui s'en prend souvent à l'État du Sénégal, mais Mamadou Ngom Niang, le chef de l'État hier, a fait une descente à Keur Massar avec une grande annonce qui a peut-être noyé les inondations. L'érection de la commune de Keur Massar, un département, croyez-vous que c'est la réponse qui était attendue du chef de l'État qui est venu dans la banlieue sur son 31? Bon, je pense si le président, je ne peux pas donner, en tout cas, je ne fais qu'une lecture, hein, voilà, parce que je ne suis pas dans le cabinet du chef de l'État, donc je ne sais pas, voilà, ses motivations. Mais vu la croissance démographique galopante du département de la commune de Keur Massar, je pense que, en tout cas, le chef de l'État a beaucoup d'éléments d'appréciation qui lui ont permis, en tout cas, de faire cette annonce-là. Et vous avez vu, à la suite de ça,
ça même, il y a des régions, des communes qui se sont manifestées pour eux aussi demander l'érection de ces communes-là en département. Mais ça comme a été une vieille doléance. Oui, ça a été une vieille doléance. C'est seulement après ces inondations. Mais vous savez, il n'est pas trop tard pour bien faire, comme on dit. Donc aujourd'hui, ils l'ont demandé, ils l'ont eu. Et maintenant, ce qui importe, parce que comme moi je l'ai dit, ce qui importe, c'est vraiment d'apporter des solutions définitives aux problèmes de ces Sénégalais. Que ce soit de la banlieue, parce que les gens le disent. Les gens disent pourquoi le président n'est pas descendu dans la banlieue. Très tôt. Et même mais pourquoi le président n'est pas allé à Fatick, ou même chez moi, on est inondé? Mais pourquoi irait-il à Fatick pendant que dans les unités des Parcelles Assainies de Keur Massar, les gens sont carrément dans l'eau, payent 500 francs de transport pour se déplacer. C'est pas le cas à Fatick. Non, mais je veux dire aujourd'hui, il y a beaucoup de localités du pays qui sont victimes de ces inondations. Les sinistrés sont de tous bords. Donc aujourd'hui, le chef de l'État est parti. Il y a des zones où il a eu l'information. Il n'a pas besoin de se déplacer. Se déplacer, c'est pour pouvoir constater. On l'a vu en 2012 dans un accoutrement approprié à la zone géographique plutôt, où il était rendre visite, saluer la population, rentrer dans des maisons. Maintenant, président de la République, les inondations le rattrapent également. Et bon, il se met sur son 31, il se met à la lisière des autres. Non, mais c'est pas pareil. Parce que dans cette affaire... C'est quoi la différence? Non, la différence, c'est qu'il y a des, comme vous l'avez dit, des gens se sont s'auto-déclarés, en tout cas, les sapeurs-pompiers ou des populations, ils sont partis en premier parce qu'ils pensaient que l'affaire était une course à la montre, mais c'était pas ça. Donc quand on vous confie un pays, vous avez à agir en bon père de famille, et c'est ce qu'est en train de faire le chef de l'État. Il n'a pas besoin